Voilà, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous m'entendez bien, j'espère que vous me voyez bien. C'est un plaisir de vous accueillir voilà, en vidéoconférence pour cette conférence où on va parler de droits humains, on va parler d'environnement, on va parler d'entreprise. On est très, très, très heureux de vous accueillir. Avant ça, vous avez pu voir, hein, avant qu'on rentre dans le programme de l'événement, vous avez pu voir les quelques tips pour pouvoir bien suivre cette conférence. Donc d'abord, vous pouvez poser des questions. Vous avez que vous avez une option questions et réponses. Utilisez si possible pas le chat, ou aussi un onglet conversation, qui sont plutôt pour des problèmes techniques. Le cas échéant, vous pouvez nous contacter. Voilà, vous posez simplement un petit message et puis on vous aidera techniquement si vous avez un problème. Par contre, pour les questions et réponses, utilisez l'onglet questions et réponses dans lequel, pendant la conférence, vous pouvez poser toutes les questions qui vous passent par la tête. Et les conférenciers vont tenter, évidemment quand ce n'est pas leur tour de parler, mais vont tenter de répondre en direct à vos questions. Et si vous n'avez pas eu le temps s'ils n'ont pas eu le temps de répondre en direct, on prendra de toute façon vos questions lors de la table ronde. Pour cette table ronde à la fin, on y reviendra évidemment au niveau technique, mais on vous activera le micro pour aussi poser des questions oralement. Pour ça, vous levez la main, on vous active le micro et puis vous pourrez parler. Voilà, j'espère que vous êtes prêts, j'espère que vous êtes chaud. On va parler du déroulement de cette présentation, de cette séance du jour, avec 5 phases. D'abord, nous aurons Jonathan Normand qui nous parlera globalement des questions de durabilité en entreprise, qui posera un petit peu le cadre de notre séance de ce jour. On aura Chantal Peyer, évidemment, puisqu'il reste maintenant 27 jours, Chantal, avant la votation sur l'initiative multinationale responsable, qui posera le cadre de cette initiative, qui nous expliquera pourquoi cette initiative aujourd'hui, en tout cas pourquoi elle considère que l'initiative est aujourd'hui nécessaire pour encadrer les entreprises. On se réjouit de t'entendre, Chantal, tout à l'heure sur la question. Ensuite, Sarah Dekish posera le cadre également du devoir de diligence dont on parle beaucoup dans cette initiative, mais dont on parle beaucoup depuis longtemps pour les entreprises qui ont des activités au niveau international. Donc là aussi, Sarah, on se réjouit d'avoir ton input sur la question. Ensuite, Hugo Van Boel, le patron de Claval Europe, qu'on a beaucoup vu, beaucoup entendu dans les médias, nous parlera de son exemple, celui de Claval, en termes de responsabilité sociale. Et enfin, on a la chance et le plaisir d'avoir Jacques Von Mandar, d'entreprise Manroof, qui nous parlera également de comment est-ce qu'il vit le CSR dans son organisation, quelle est sa posture également, et évidemment, sa posture, il pourra aussi la défendre lors de la table ronde qui suivra. Nos conférenciers, ils sont là, ils sont beaux, ils se réjouissent de pouvoir vous parler et également d'interagir avec vous, on l'espère. Il y a déjà une question posée par Claudia, là, c'est magnifique, donc il pourra interagir avec vous lors de la table ronde. Voilà, j'espère que tout le monde va bien, le timing est tenu. Je vais passer la parole maintenant à Jonathan Normand, le patron de Bilab, qui va commencer, qui va être le premier intervenant pour cette table ronde. Jonathan, je propose d'activer ta caméra, ton micro, et la parole est à toi. Bienvenue, Jonathan. Bonjour à tous. Alors, je n'arrive pas à activer ma caméra, tout simplement, donc je ne sais Ah, pas on va te pourquoi. l'activer pour toi, Jonathan. Fais-toi pas de soucis, tu peux commencer. Bon, on a ta photo, on a ta belle photo là sous les yeux. D'accord, Donc, magnifique. Bon, bonjour à tous et puis ravi de prendre part à cette conversation, à cet échange sur l'engagement des entreprises, sur les questions de droits humains, sur les questions environnementales. Peut-être en introduction pour ceux qui ne connaissent pas Bilab et qui ne connaissent pas une de nos activités phares, qui est le mouvement Bicorp, j'aimerais introduire ce que nous, on constate en termes d'engagement sur les entreprises depuis plus de 15 ans dans le monde entier. Un petit rappel, on crée des standards d'évaluation qu'on vérifie. Les entreprises se soumettent volontairement à ces standards de vérification qui couvrent un large panel de pratiques, de leur gouvernance, de leurs relations vis-à-vis des collaborateurs et leur engagement, leurs pratiques, de la partie, on va dire, environnementale aussi, la partie chaîne de valeur, chaîne d'approvisionnement. C'est plus de 180 pratiques qui sont couvertes dans cette certification et qui permettent en fait d'avoir un regard sur ce que fait l'entreprise en termes de responsabilité, en termes d'engagement de façon mesurable. Et bah voilà, depuis 15 ans, ce qu'on perçoit, et ça a déjà un premier feedback, c'est que on est confirmé que quand une entreprise a ses pratiques respectueuses et responsables, de façon, on va dire, crédible, eh bien, ça soutient clairement leur développement et ça les rend beaucoup plus résilientes. Aujourd'hui, c'est ce qu'on a constaté, et même pendant cette période de crise avec la pandémie, c'est que voilà, d'être en prise avec leurs parties prenantes, directes, internes, leurs collaborateurs, mais aussi dans leur chaîne de valeur, d'avoir des relations développées avec leurs fournisseurs et des exigences, ça leur permet en fait d'avoir des relations de partenariat qui soutiennent cette résilience. Donc,
Ce que j'aimerais vous introduire et vous démontrer ici, c'est qu'effectivement, ça soutient leur acquisition de marché, ça soutient la fidélisation de leurs clients, et donc la durabilité n'est pas, et ces engagements au niveau des droits de l'homme et de l'environnement ne sont pas des choses additionnelles, mais c'est des choses qu'il faut intégrer. Et une fois qu'elles sont intégrées, eh bien, elles sont créatrices de valeur, elles sont créatrices de performance, très clairement. Donc, il y a ces démarches volontaires qui existent, comme ces certifications privées, comme la certification B Corp que l'on propose. Il y en a d'autres qui existent, évidemment. La question, plus largement, c'est d'avoir peut-être maintenant aussi un peu un regard rétrospectif sur l'histoire du développement économique, parce que je pense que c'est là aussi qui est important d'amener la conversation, et qu'on voit que dans le développement économique de notre société, eh bien, le cadre réglementaire censé et proportionnel, eh bien, il s'avère bien plus bénéfique que néfaste. Et puis, peut-être juste pour un petit rappel, et je ferai vite parce que j'ai 5 minutes, c'est un peu de rappeler, par exemple, l'interdiction du travail des enfants dans les mines en Europe, de l'esclavage aux États-Unis et ailleurs, l'instauration d'un droit à la liberté syndicale, le congé maternité, le congé paternité maintenant ici en Suisse, ou encore les congés payés, l'assurance chômage et maladie. Eh bien, tous ces exemples-là nous font que constater que c'est l'intervention réglementaire. Donc il y a effectivement la démarche volontaire d'un côté, mais il y a quand même des interventions réglementaires qui ont permis l'amélioration de l'intérêt général, l'amélioration de toutes ces conditions et de tous ces enjeux pour que nos entreprises fonctionnent sans créer des dommages sur ces différentes parties prenantes, inclus l'environnement. Donc, le double enjeu que l'on a aujourd'hui, c'est que tout ce développement-là a été créateur de richesse et donc a clairement donné quelque part la direction à prendre. Donc voilà, je rapidement finirai pour les raisons que je viens d'évoquer, que je ne pense pas qu'on puisse parler actuellement de fragilité économique en cas de respect des droits de l'homme, de non-respect des droits de l'homme, ou en cas de respect des droits de l'homme, pardon, ou des atteintes environnementales par les entreprises. Bien au contraire, il est évident qu'aujourd'hui, c'est de la création de valeur, il est évident que ça permet d'être en prise avec les attentes et le développement du modèle économique mondial, et donc que, quelque part, c'est fait partie clairement du permis de conduire qui est attendu des entreprises dans ce fameux capitalisme des parties prenantes qui est la nouvelle étape de développement économique, qui est la nouvelle étape de passer d'un mode de maximisation du profit à tout prix à une prise en compte de l'entièreté de la chaîne de valeur pour créer de la valeur, mais aussi basiquement gérer ses risques en tant qu'entrepreneur, parce qu'aujourd'hui on voit bien que c'est de la gestion de risque. Quand on fait de l'intégration de la RSE, de l'intégration de la durabilité, on parle clairement de gestion de risque, et donc tout entrepreneur éveillé les prend en compte comme un risque ou comme une opportunité aujourd'hui. Donc voilà, je m'arrêterai ici. Je vois qu'il y a des questions, je vais essayer de les répondre en live, et puis je donne la parole au prochain intervenant. Merci beaucoup, Jonathan. Merci d'avoir posé le cadre. Beaucoup de thématiques. Et d'ailleurs, déjà deux questions là dans le chat, enfin dans le question et réponse, pardon, pas dans le chat. Je viens de dire qu'on n'est pas posé des questions dans le chat. Donc, c'est vraiment très intéressant. Je trouve d'ailleurs la deuxième fera pardon, certainement un bon lien avec la table ronde, notamment pour, tu l'as dit, hein, aujourd'hui, on ne peut pas dire que finalement la durabilité, la prise en compte des enjeux socio-environnementaux eh bien, sont un frein pour le profit. Et certainement que chez Bicorp, vous avez des indicateurs là-dessus, puis tu pourras nous en parler, alors évidemment, répondre en direct à la question, mais également, je peux reprendre la question tout à l'heure sur la table ronde, parce que je la trouve particulièrement intéressante. Voilà, un grand merci, Jonathan. On te revoit tout à l'heure. Et puis, on a le plaisir d'accueillir Chantal Peyer de Point pour le Prochain, mais qui est également au sein du comité d'initiative pour les multinationales responsables. C'est en ce mois de novembre l'actualité, chère Chantal. Je crois que tu es partout. Tu étais encore ce matin dans une grande conférence de presse. On t'a déjà vu dans les médias. On te remercie d'être là. On te remercie d'être avec nous pour poser ce cadre, hein, qui est un cadre pas forcément évident. Il est évident pour les personnes, évidemment, qui suivent la thématique depuis très longtemps comme nous. Maintenant, il y a beaucoup de choses qui s'écrivent sur les réseaux sociaux, beaucoup de choses qui s'écrivent dans les médias. Donc, on se réjouit, cher Chantal, que tu nous donnes ta vision et que tu éclaircisses un petit peu ce qu'est l'initiative pour une multinationale responsable et à quoi elle sert. Chantal, la parole est à toi. Merci beaucoup, Christophe. Et puis, merci à Loïco pour l'organisation de cette table ronde. Tu peux passer à la slide suivante.
Donc effectivement, de mon côté, j'aurais voulu en 5 minutes, c'est un peu un défi, mais juste poser les éléments principaux de cette initiative pour des multinationales responsables. Donc on fait le focus depuis le contexte que Jonathan a pensé sur vraiment cet objet très particulier et limité dans sa demande, mais qui fait l'objet de beaucoup de débats aujourd'hui. Et peut-être juste comme introduction, de vous dire pourquoi est-ce qu'on a lancé en fait cette initiative. Elle est portée aujourd'hui par 130 ONG, par un comité bourgeois, par des entrepreneurs nombreux, par différents partis politiques, y compris de centre et de droite. À l'origine, c'est les ONG associations qui ont initié ce projet. Et pour nous, c'est vraiment, on n'a aucune carrière politique à faire, on n'a pas d'intérêt à faire des initiatives ou autres, que le constat qu'on a fait sur le terrain, qu'il y avait vraiment des problèmes là où on fait de la coopération au développement et là où on a fait des recherches. Donc, je vous ai mis un exemple qui est un rapport qu'on a publié récemment. Mais ce qu'on a constaté, en fait, c'est que des entreprises sont devenues de plus en plus puissantes. Une firme comme Glencore a un chiffre d'affaires de 220 milliards de dollars par an. Elles investissent dans des pays comme par exemple le Congo, où elles ont un PIB 8 fois inférieur au chiffre d'affaires de Glencore, et que certaines de ces entreprises, et on dit bien certaines, donc on parle de loin pas de toutes les entreprises multinationales suisses, certaines commettent des violations des droits humains de façon répétée. Ça peut être des déplacements forcés de paysans de leurs terres, ça peut être des pollutions de cours d'eau avec du plomb, avec d'autres substances dangereuses pour la santé ou du travail des enfants. Tu peux aller à la slide suivante. Et au fond, face à ça, on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, aussi parce que ces multinationales sont extrêmement grandes, puissantes, ont des actionnaires du monde entier, il était nécessaire de poser un cadre légal et politique aux activités de ces entreprises. Et pour nous, il passait très clairement par deux aspects. Le premier, c'est que ces entreprises multinationales doivent mettre en œuvre un devoir de diligence, donc elles doivent adopter des politiques de droits humains. Et le deuxième, c'est si elles ne le font pas, et qu'il y a des violations des droits humains graves, des personnes qui décèdent, des atteintes à la santé, alors il faut que les victimes, si elles ne peuvent pas le faire dans leur pays, puissent ouvrir une procédure civile en Suisse. Et j'aimerais souligner que là, on parle vraiment de civil et pas de pénal. Tu peux passer à la slide suivante. Le devoir de diligence, je serai très bref parce que Sarah reviendra là-dessus, juste pour vous dire que c'est un standard international avalisé par les États membres de l'ONU, par les grands lobbies économiques et les ONG. Donc, on n'a absolument rien inventé. Ce qui est au cœur de cette initiative est un concept international reconnu. Tu peux aller à la suivante. La responsabilité civile, elle fait couler beaucoup d'encre, mais là encore, au fond, c'est un mécanisme extrêmement simple et logique. Elle s'applique seulement quand une entreprise en contrôle une autre. Donc, si vous avez Glencore, pour prendre un exemple, qui contrôle une filiale au Congo, ça veut dire que Glencore détient la majorité des actions. On voit aujourd'hui que les responsables vont sur le terrain, vérifient la qualité des produits, savent ce qui se passe sur place. C'est dire simplement ils doivent aussi être responsables de ce qui se passe au niveau des pollutions environnementales, au niveau des droits humains. C'est seulement quand il y a cette relation de contrôle que pour les victimes de violations, il y a la possibilité de venir déposer ou ouvrir une procédure civile en Suisse. Donc là, vous avez ce schéma où c'est écrit exemple. Si vous avez une entreprise suisse qui a une filiale au Ghana, avec un sous-traitant en Chine et encore un autre sous-traitant, alors, et qu'il y a tout en bas de la chaîne une violation des droits humains qui se produit, l'initiative ne permettra jamais, comme ça bas dans la chaîne, aux victimes de venir déposer plainte en Suisse. Suivant. Il y a donc la notion de contrôle juridique qui est centrale. Quand une entreprise en contrôle une autre et fait des violations, les victimes peuvent ouvrir une procédure en Suisse. L'autre élément, c'est la contrôle économique de fait. Si une entreprise fait, par exemple, un contrat d'achat sur 10 ans avec une mine de charbon en Afrique du Sud, c'est un cas que j'ai étudié, alors on estime qu'il y a un contrôle économique de fait, c'est-à-dire que cette entreprise qui a un contrat d'achat et qui achète toute la production de charbon a une influence déterminante sur l'entreprise en Afrique du Sud et du coup doit aussi être tenue pour co-responsable en cas de grave violation des droits humains. Suivant.
Et puis, qu'est-ce qui se passe s'il y a une grave violation des droits humains à l'étranger, que vous avez par exemple une victime congolaise qui a subi des atteintes à la santé? Le mécanisme, là encore, est extrêmement clair et précis, c'est-à-dire que cette victime, qui, pour avoir été sur le terrain, c'est des gens qui habitent dans des huttes sans électricité. Donc, elles doivent venir en Suisse, ce qui est déjà extrêmement difficile. Ensuite, ces victimes, par exemple, doivent prouver qu'elles ont eu une atteinte dans leur santé. Elles doivent prouver que l'entreprise, si c'est par exemple des émissions toxiques d'une usine, a émis des émissions toxiques qui dépassent le cadre légal et les recommandations de l'OMS, et que c'est ces émissions toxiques qui ont eu un impact négatif sur sa santé. Tout ça, c'est la victime qui doit le prouver. Si l'entreprise incriminée ou qui est devant la justice peut prouver qu'elle a pris toutes les mesures pour éviter que ça se produise, et que ça s'est produit malgré tout, alors elle ne peut pas être déclarée responsable et il n'y a pas de dédommagement. Donc, c'est ce qu'on appelle une preuve libératoire qui est inclus aussi dans le texte de l'initiative. Suivant. Et puis, le dernier point sur lequel je voulais aussi juste apporter quelques clarifications, parce que c'est important dans le débat actuel, c'est qui est touché par cette initiative. C'est au cœur de beaucoup de controverses. Mais le texte, qui est un texte constitutionnel, est très clair sur un point, c'est que ça s'adresse aux grandes entreprises. Et après, il y aura une loi d'application, mais là encore, comme initiant, on a déjà rédigé plusieurs rapports où on explique qu'est-ce qu'on entend par la loi, qu'est-ce qu'on attend de la loi. Et on dit très clairement, ce texte s'applique aux grandes entreprises, donc plus de 250 employés ou 40 millions de chiffres d'affaires qui ont leur domicile en Suisse. Et suivant. Les PME, la grande majorité des PME n'est pas concernée par l'initiative, sauf les PME des secteurs à risque. C'est le Conseil fédéral qui décidera quels sont les secteurs à risque. Ce qui est très clair pour nous, c'est par exemple, il y a des PME actives dans le domaine du pétrole, des diamants, qui sont dans des secteurs à haut risque pour les droits humains. Elles vont être incluses et soumises à cette loi, mais la grande majorité des PME ne seront pas touchées par cette initiative. Suivant. Et puis pour le mécanisme juridique, juste pour terminer, souligner encore une chose qui est qu'au fond, ce qu'on propose aujourd'hui avec cette initiative, ça existe déjà dans le droit suisse. Donc si vous voulez, le mécanisme qui sera mis en place est un mécanisme qui existe déjà aujourd'hui, on n'invente rien. Par exemple, une entreprise comme Glencore ou Syngenta, déjà aujourd'hui, pénalement, à l'article 102.2 du Code pénal, est responsable de veiller à ce que ses filiales à l'étranger ne commettent pas de corruption, ne financent pas du terrorisme, ne font pas du blanchiment d'argent. Si une filiale d'une entreprise suisse à l'étranger commet ces actes, la maison mère peut être poursuivie pénalement, donc pas civilement, mais pénalement en Suisse déjà aujourd'hui. Et c'est pour ce qui nous amène à dire, nous, les initiants, qu'au fond, au-delà de toutes les discussions, mais parfois confusions techniques, la seule question à laquelle on doit répondre aujourd'hui, c'est est-ce qu'au fond, les droits humains sont assez importants pour nous, pour qu'on décide là aussi de créer une loi pour ces entreprises multinationales. Merci. Je vais m'arrêter là pour ne pas outrepasser mon temps. En résumé, c'est les points un peu que je vous ai déjà donnés. J'ai mis ici un chiffre, peut-être juste, il est à prendre avec prudence au point 2. C'est parce qu'il y a beaucoup de polémiques autour de ce chiffre. Il y a en Suisse aujourd'hui 1679 grandes entreprises selon l'Office fédéral de la statistique. Et à ça, il faut ajouter quelques centaines de PME qui seront touchées par cette initiative. Merci beaucoup, cher Chantal. Merci. C'était un challenge de présenter cette initiative en si peu de temps. Tu l'as bien réalisé. Bravo. En plus, on est bien dans le timing parce qu'on était bref au début. Donc, un grand merci. Donc, tu restes avec nous parce qu'on se réjouit de t'entendre tout à l'heure. Tu as vu, il y a déjà pas mal de questions. Donc, n'hésite pas à les prendre directement dans le questions et réponses, à y répondre en temps réel. Et le cas échéant, peut-être, pour celles qui n'auront pas été répondues une nouvelle fois, ou pour celles qui peut-être intéressent tout le monde, je les reprendrai à la table ronde. À tout à l'heure, Chantal. Super, merci. On se réjouit de te revoir. Voilà. Et puis, on a le plaisir d'accueillir Sarah Dekish, qui est consultante en conduite responsable d'entreprise droits de l'homme. Elle va nous parler de ce fameux devoir de diligence qui est, dont on parle beaucoup, les médias en parlent beaucoup en ce moment, notamment en lien avec l'initiative. Est-ce que Sarah, tu peux désactiver peut-être, activer ton micro et puis ta caméra pour qu'on puisse te voir.
Voilà, Oui. tu es là, on te voit. Bienvenue, bienvenue Sarah. On se réjouit de t'entendre sur la question parce que c'est vrai que c'est une problématique qui tourne beaucoup en ce moment dans les médias et on se réjouit de lire ton analyse. C'est à toi, chère Sarah. Merci Christophe et puis merci aux organisateurs pour cet événement en ligne. Je pense qu'on peut passer au slide suivant. Donc effectivement, la diligence raisonnable en matière de droits humains est un concept dont on entend beaucoup parler. Alors je vais simplement revenir un petit peu à l'origine de ce concept, puisqu'il figure en fait dans un guide, dans un document, dans un cadre qu'on appelle les principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme, que j'ai mis ici, et qui en fait est en miroir, ou disons plutôt que l'initiative peut quand même être considérée comme un miroir de ce cadre-là et qui s'en inspire, ainsi que d'autres cadres existants. Donc, de quoi s'agit-il quand on parle de ces principes directeurs et pourquoi est-ce qu'ils sont importants? Ils sont importants parce que, alors, ils ont été élaborés par le professeur John Ruggie, que j'ai mis en photo là-dessus, et c'est un cadre qui, à l'issue d'un travail sur plusieurs années, justement, par le professeur John Ruggie, qui était à l'époque représentant spécial au secrétaire général des Nations Unies, à l'époque Kofi Annan, donc il était ce représentant spécial sur les questions de droits de l'homme en entreprise, a justement analysé ces problématiques-là et est venu à la conclusion qu'en plus de l'obligation qui incombe à l'État de protéger les droits humains, qu'on connaît déjà de manière plus classique, les entreprises ont elles aussi une responsabilité à les respecter dans leurs activités directes et tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Et que là, en cas de problème, en cas d'atteinte aux droits humains, les parties concernées doivent pouvoir avoir accès à des voies de recours, qu'elles soient judiciaires ou non judiciaires. Donc ce cadre, ces principes directeurs, ce cadre des Nations Unies définit ça. Il a été approuvé en juin 2011 à l'unanimité au Conseil des droits de l'homme. Donc ça veut dire qu'en 2011 déjà, la communauté internationale, à l'unanimité, a finalement reconnu cette responsabilité qu'ont les entreprises à respecter les droits de l'homme et que donc les entreprises ont elles aussi une responsabilité en plus de l'État. Donc ça, c'est très important. Et afin de pouvoir répondre, à pouvoir honorer cette responsabilité, afin de pouvoir s'acquitter de cette responsabilité, disent les principes directeurs, une entreprise se doit de mettre en place justement un processus de diligence raisonnable. Donc, slide suivant. Donc, processus de diligence raisonnable, de quoi s'agit-il? Alors, il a aussi été davantage élaboré par l'OCDE, enfin, finalement, peu importe, mais voilà, juste pour dire que les instances internationales, ONU et OCDE, se sont penchées sur la question et en ont défini les contours de manière assez précise. Et finalement, il s'agit d'une analyse de risque assez classique, appliquée aux impacts et aux incidences des droits humains. Donc, en gros, il s'agit de prendre en compte les enjeux de droits humains, de conduite responsable dans les politiques et les systèmes de gestion d'entreprise. Donc, par exemple, aujourd'hui, plusieurs entreprises, surtout les grandes entreprises, publient ce qu'on appelle des politiques en droits humains. En anglais, on dit Human Rights Policies. Donc, elles s'engagent publiquement, elles expliquent publiquement en quoi elles s'engagent à respecter les droits humains et normalement, elles expliquent les mesures qu'elles mettent en place. Et elles s'assurent aussi de plus en plus à ce que ces notions-là soient aussi reflétées dans d'autres processus, dans d'autres politiques, par exemple les guides fournisseurs, etc. Donc que ça soit reflété à travers l'entreprise, à travers les différents niveaux de l'entreprise. Il s'agit aussi d'identifier les risques en termes de droits humains, donc c'est toujours les risques que l'entreprise par ses activités peut poser sur les droits humains et d'évaluer la sévérité de ces risques. Il s'agit de faire cesser, de prévenir ou d'atténuer ces risques, de faire un suivi, de régulièrement suivre les résultats, de communiquer sur les résultats et puis de réparer les dommages causés, si dommage il y a, et ce en collaboration avec les parties prenantes nécessaires. Donc voilà, donc ce cadre-là est clairement défini. Alors les spécificités aussi de la diligence raisonnable en matière de droits de l'homme, c'est qu'elle s'applique, telle que le définissent les textes, c'est qu'elle s'applique à toute entreprise, peu importe sa taille, son secteur d'activité et la zone géographique dans laquelle elle opère. Elle s'applique aux activités directes de l'entreprise et celles à travers sa chaîne d'approvisionnement, comme je le disais. Il s'agit d'un processus continu
En gros, il s'agit de savoir, en tant qu'entreprise, je me dois de savoir où sont mes risques où je peux poser des risques en termes de droits de l'homme, mettre en place les mesures nécessaires et montrer ce que j'ai fait. Alors, il faut aussi savoir que depuis 2011, donc depuis la publication et la reconnaissance de ces cadres-là, toute une série de mesures volontaires et réglementaires, de plus en plus réglementaires, ont vu le jour. Donc, par exemple, aujourd'hui, une vingtaine de pays ont publié ce qu'on appelle des plans d'action nationaux. Donc, la Suisse aussi en plan d'action national entreprises et droits de l'homme depuis 2016. Et puis, de plus en plus de pays complètent ces cadres volontaires par des réglementations. On a aussi, ces derniers temps, beaucoup entendu parler de la loi sur le devoir de vigilance française, du UK Modern Slavery Act. L'initiative va dans ce sens-là. Et puis l'Union européenne est en train de travailler, est en train de préparer, est en train de réfléchir et est en train de préparer une proposition législative, probablement une directive européenne en matière de diligence raisonnable en droits de l'homme et en environnement à partir de 2021. Slide suivant, et je crois que c'est mon résumé déjà. Donc, effectivement, alors juste en 3 points, donc la diligence raisonnable en matière de droits humains et ce principe de responsabilité des entreprises à respecter les droits de l'homme existe depuis 2011, donc depuis 10 ans. C'est un processus, c'est un cadre qui est complété et qui est encadré, disons, par toute une série de mesures volontaires et réglementaires. Il vise une amélioration continue au sein de l'entreprise, de nouveau toutes ses activités et celles de sa chaîne d'approvisionnement. Alors, il faut aussi dire que je pense qu'il faut reconnaître que des efforts ont été réalisés, beaucoup d'efforts ont été faits, beaucoup de progrès a été fait. Malgré tout, bien sûr, on sait que des lacunes persistent, que les enjeux sont nombreux. Et je pense que toute la question maintenant, c'est aussi de savoir comment finalement mettre en place une diligence raisonnable effective et quelles sont les mesures pour y arriver en prenant en compte les différents facteurs évoqués. Je pense que j'ai tenu en 5 minutes, j'espère. Merci beaucoup, merci, voilà. C'est remarquable. Bravo Sarah. C'est vrai que c'est une question qui est fondamentale. On va la reprendre tout à l'heure. Il y a déjà eu pas mal de questions dans le chat, notamment, en tout cas 2 questions que je pense intéressantes de reprendre avec tout le monde. Je laisse prendre connaissance de celle-ci, y répondre en direct idéalement, et puis on reprendra peut-être ça tout à l'heure sur la table ronde. À tout de suite, à tout à l'heure. Et puis on va accueillir, et un grand merci encore une fois à Sarah, on va accueillir maintenant Hugo Van Boel, qu'on voit partout dans les médias en ce moment, qui est l'un des défenseurs de l'initiative et entrepreneur, patron de Claval Europe. Hugo, est-ce que vous êtes parmi nous? Oui, est-ce que vous m'entendez? Ça va? On vous voit, on vous entend, c'est parfait, c'est magnifique. Bienvenue Hugo, et donc la parole est à vous. Merci. Peut-être juste 2 mots, je dirige Claval Europe maintenant depuis 25 ans. Et pas mal de gens me demandent qu'est-ce que je fais à l'intérieur de cette initiative. Et en fait, j'espère pouvoir vous montrer 1 ou 2 aspects de cette initiative. Rapidement, Claval construit des vannes de régulation. On est très actif notamment sur les réseaux d'eau potable. Donc, dès qu'on est actif dans une région, évidemment, on vient avec l'infrastructure très, très à l'amont. Parce qu'une des premières choses dont on va s'occuper, c'est l'énergie, l'eau potable et les routes en général. Voilà. Merci. Slide suivant. Si vous permettez, je vais diviser ça en 3 parties. On va d'abord discuter de l'export, de l'import et mon pari sur le futur. Et ça, c'est extrêmement important de comprendre. Je vais laisser volontairement l'initiative de côté et je vais vous faire le raisonnement d'un entrepreneur. Il y a des sociétés qui importent, qui vendent sur le marché suisse. Elles ont un certain nombre de contraintes. Il y a des sociétés qui exportent, comme les nôtres. Et nous aussi, on fait importer et exporter des produits. Et les contraintes sont très, très différentes, notamment par rapport au due diligence. On va rapidement le voir. Et je vous propose d'analyser ici les pressions du marché avec un exemple concret suivant. Cet exemple que j'ai choisi, je ne sais pas si on arrive à voir jusqu'en bas, mais ça ne fait rien. C'est la ville de Neom. Neom, c'est une zone qui se trouve en Arabie Saoudite. Vous le voyez sur la petite carte en haut à droite de développement économique. C'est la ville du futur. En fait, l'Arabie Saoudite, ce qu'ils sont en train de faire, c'est muter leur société en quelque chose qui va devenir complètement écologique. Ils savent que le pétrole est fini et ils partent vers quelque chose d'autre. Donc, la taille de ça, on est en train de parler de quelque chose qui va être 250 fois la taille de la ville de Paris. Le projet est environ de 500 milliards. C'est le plus grand projet au monde. Alors, bien sûr, Claval, avec nos études de pointe, on est à l'amont sur l'infrastructure de base.
Et la raison pour laquelle je prends Neom, c'est qu'il y a quelque chose de très particulier qui est public. Vous voyez ici, j'ai publié neom.com. Si vous allez sur ce website, vous allez trouver, slide suivant, la partie dont je parle. C'est le marché et c'est les clients qui nous imposent ce qu'on appelle des Suppliers Code of Conduct. Vous devez comprendre que nous ne vendons pas une vanne pour un réseau d'eau à un client final ou à un consommateur. On va vendre ça. Ça peut être un État, ça peut être une ville, ça peut être des très grands groupes, à l'image, par exemple, de Suez. Et ça, c'est très important de comprendre. On appelle ça le monde du business to business. Ces gens sont aujourd'hui de plus en plus sensibles dans le monde à ce qu'on appelle les codes de conduite. Et les codes de conduite, en fait, à l'époque, ils parlaient un tout petit peu des droits humains. C'était surtout l'environnement qui était touché. Et j'aime beaucoup celui de Neom parce qu'il est public. Donc, je ne montre rien qui est privé dans notre société. Vous pouvez trouver. Et c'est, en fait, c'est le code, le Suppliers Code of Conduct le plus élaboré aujourd'hui au monde que j'ai trouvé. Alors, ce n'est pas l'initiative qui fait ça, c'est nos clients. Alors, c'est intéressant parce que j'entendais des gens sur le droit, le problème de colonialisme. Ici, ils ont réglé le problème. Double droit applicable en Suisse et en Arabie Saoudite. Affaire déjà classée. On dépasse déjà la discussion de l'initiative. Dignité et respect, composante environnementale extrêmement important. Monitoring, boucle de qualité absolument classique d'un monde ISO 9000 ou ISO 14001. Approvisionnement éthique sur la transparence sur la chaîne de production. Protection de l'information, notamment pour nous, c'est les brevets. Dernier point extrêmement important, c'est les audits qu'on appelle non financiers des clients. On reviendra dessus. Donc, tout le monde, j'entends toutes les entreprises en Suisse disent, mais on est responsable. C'est bien, ce qui est demandé ici, c'est de le prouver. Et ça, c'est très, très nouveau dans le business. On a vu tout cet aspect des codes de conduite maintenant monter en puissance depuis 3-4 ans. Cette initiative remonte avant 2015. On la réécrirait aujourd'hui à la lumière de ce qu'on connaît sur ces codes de conduite. Je pense qu'on la réécrirait différemment. Suivant. Alors ça, maintenant, par ricochet, qu'est-ce qui se passe? Lorsque vous avez de la transparence nécessaire sur une supply chain, donc un approvisionnement, nous, on travaille avec nos fournisseurs. Et c'est une des raisons pour laquelle on s'est engagé, parce qu'on se sentit concerné, même en dehors de l'initiative. Vous voyez la photo de gauche, c'était le recyclage de ce qu'on appelle le sable, d'une fonderie en 1998, et en 2020, ce qu'on en a fait. Donc, c'est un recyclage complet environnemental. On recycle pratiquement 99% ici du sable pour faire des moules, pour faire des fonderies. Vous voyez, la différence, elle est absolument phénoménale. Et en fait, par ricochet, on applique en fait les règles, ces règles du marché aux 10 fournisseurs principaux. Claval a des centaines de fournisseurs, mais que nous contrôlons. Dans notre groupe, on contrôle un fournisseur lorsqu'on fait plus de 50% du chiffre d'affaires, il est obligé de nous écouter. Deuxièmement, on le contrôle quand on fait ce qu'on appelle des joint ventures of cooperation. Vous le voyez là-dessous, et vous voyez quelque chose de très intéressant, c'est un exemple, on écrit, voilà, ils veulent des équipements pour des machines, ils veulent des mécanicales, des chimicales, et vous voyez au milieu que je suis entouré, c'est Environmental Protection Equipment. Donc, ça veut dire toute la partie environnementale dans un groupe comme le nôtre est complètement intégrée. Qu'on achète une machine ou quelque chose pour faire des pièces ou qu'on s'occupe d'un problème de nettoyage de l'air, c'est la même chose pour nous. Donc, le contrôle de nos fournisseurs, c'est une obligation du marché. Et j'espère qu'à la table ronde, on pourra juste revenir sur la responsabilité parce que c'est un point très important. Suivant, s'il vous plaît. Pour moi, qu'est-ce que ça veut dire comme entrepreneur? La pression du changement vient principalement des clients, du marché. C'est vraiment important de le comprendre parce que des gens disent « oui, je crois que ces gens qui ont cette initiative, c'est des gens qui naïfs ». Ce n'est pas vrai. Aujourd'hui, les codes of conduct en sont le moteur et sont de plus en plus fréquents et étendus dans nos entreprises. Et là, ce n'est pas une histoire de taille de PME, mesdames et messieurs, c'est une histoire, c'est appliqué. Quelqu'un qui va travailler demain pour Neom, qui a une idée géniale, ils sont 15 personnes, le code of conduct s'applique, point barre. Alors moi, ma demande, c'est de pousser. Et il y a une énorme inflation, on appelle ça documentaire, à la commande. Ça veut dire lorsque nous, on a une commande et on a certains des matériaux, notamment l'étain des zones en conflit, on doit tracer ça à la commande, pas dans un rapport annuel, à la commande. Je ne sais pas si vous voyez le travail qu'il faut faire. Et maintenant, c'est ça pour moi, c'est gênant. C'est que la compétition maintenant, elle porte de plus en plus sur le papier au détriment du produit. Ça veut dire quoi? Il y a des États où il y a nos concurrents. Ces États, je ne veux pas les nommer ici,
aide les entreprises à établir des bons codes of conduct. Donc, l'État pousse derrière. Nous, on est tout seuls. Et là, en Suisse, il y a quelque chose qui est en train de se lever, et ils vont le voir. Croyez-moi, l'automobile allemande, quand ils seront verts, aujourd'hui, ça ne les touche pas, les gens. Vous allez voir que les fournisseurs de l'automobile allemande, ils seront soumis à des codes of conduct. Nous, on est les premiers parce qu'on touche à l'infrastructure. Mais le vent, il y va. Et chaque client, en fait, devient pour moi un auditeur potentiel. Neom se donne le droit de venir auditer la partie non financière. Mais vous imaginez, si tous les 15 jours, j'ai un auditeur qui vient, c'est terminé. On sera noyé de documents. On n'arrivera pas à gérer ça. Ça, c'est trop grand pour nous. Alors, nous, ce qu'on dit simplement, c'est que ces audits exigés par les clients, ils doivent être cadrés. Donc, il y a des gens, vous avez entendu Sarah, vous avez des gens qui travaillent là-dessus, qui essayent de cadrer ça. Mais ça doit aller vite, parce qu'aujourd'hui, chaque grand client ou chaque pays, Dubaï commence à inventer ces trucs, tout le monde invente, il va de son petit code of conduct. Donc, il faut encadrer ce trend mondial et vite, ça monte en puissance. Et l'initiative, c'est qu'un premier pas. Parce qu'en fait, on parle des droits humains et de l'environnement, mais les codes of conduct, ils parlent du travail des enfants, ils parlent de toute une série de problèmes là-dedans. C'est beaucoup plus long que simplement ces 2 points. Donc, c'est très important de réveiller les consciences. Je suis sûr d'une chose, si ces gens d'économie suisse, d'accord, s'étaient renseignés, bien renseignés, et je leur ai présenté des codes of conduct, je pense que les gens réagiraient. Mais la pression, elle va venir, parce que tout à coup, des PME vont frapper aux chambres de commerce, vont frapper à Économie Suisse et dire, on fait quoi? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Suivant. Donc, ma vision des choses, c'est le marché dicte ses conditions sous forme de Supplier's Code of Conduct, et ça prend une énorme ampleur. Les demandes du marché sont appliquées par ricochet aux fournisseurs. Ce n'est même pas qu'on a envie d'être dur avec nos fournisseurs, c'est que c'est une demande du marché, la transparence. Je n'ai pas le choix, ce n'est pas une question d'initiative. Je n'ai pas le choix. C'est aussi simple que ça. Le pari sur le futur, c'est de permettre de mieux cadrer. Et c'est pour ça que je militais pour quelque chose qui soit un label, qui soit quelque chose de reconnu ou qui passe par les accords de libre-échange de la Suisse avec différents pays, la 3e génération, dans un de mes articles. Il faut faire quelque chose, il faut bouger là-dessus. C'est très, très important. La Suisse va être noyée. Et je crois qu'il y a une certaine forme d'autruche. On dit, bon, on fait ce truc, on écrit un rapport. Moi, écrire un rapport annuel, ça ne me sert à rien. Parce que je traite aujourd'hui tous ces éléments à la commande. On traite 5000 commandes. Ça veut dire à peu près 10% de ça nécessite maintenant des codes of conduct. On est à 500. À 500, il y a 52 semaines, je reçois à peu près 10 par semaine. C'est un gigantesque boulot. Et ça va tuer des PME. Ça, je vous le garantis. Voilà, merci de m'avoir. Je voulais être un peu alarmiste, mais j'espère que le message est passé. C'était parfait, comme d'habitude. Merci. Merci Hugo pour votre présentation. Et puis on se réjouit de vous avoir après. Il y a de nouveau pas mal de questions qui sont posées là dans le questions et réponses. Donc n'hésitez pas à les consulter. Puis évidemment, on en reprendra quelques-unes tout à l'heure. Merci beaucoup Hugo et à tout à l'heure. On va accueillir le dernier intervenant. Il s'agit de Jacques von Mondach. Jacques dirige l'entreprise qui est basée à Zurich. Il nous fait le plaisir de s'exprimer en plus en français. On est super content, Jacques. Merci beaucoup de passer ce moment avec vous. Déjà, Jacques, est-ce que vous nous entendez et est-ce qu'on peut vous voir? Voilà, cher Jacques, on vous voit. Déjà, c'est tout bon. Et puis, il faut juste activer votre micro encore, je crois. Et puis, je crois que voilà, c'est tout bon. On vous entend, cher Jacques. Donc, bienvenue une nouvelle fois. Et puis, la parole est à vous. Oui, bonjour tout le monde. Je m'excuse en avance de mon français. Je vais essayer de parler français. Et j'ai préparé quelques slides. Alors, compagnie Mendroof est localisée à Zurich. Et on vend des produits de promotion, des textiles, des t-shirts, des sacs, des lanyards, beaucoup de choses. Et ce produit, ils sont produits en Chine ou en Europe. Et l'entreprise existe déjà 20 ans et on est 8 personnes à Zurich. Prochaine slide. Alors, encore le prochain. Alors, qu'est-ce qui est différent à Mendroof? C'est que on est très engagé. Qu'est-ce que ça veut dire? La durabilité. On essaie de faire un grand effort et la grande différence, c'est qu'on est membre
de standard Fairware Foundation, qui on est membre déjà à 12 ans. Et c'est un standard qui nous donne des guides, des gardes-corps pour améliorer les conditions de travail chez nos fournisseurs en Chine ou en Inde. Et c'est un standard très fort, alors il faut faire beaucoup. Et on est aussi membre certifié avec 3 autres standards. Alors, on peut comparer très bien comment les standards fonctionnent. Et voilà, je dis que si vous voulez, comme une entreprise petite, avoir durabilité, vous devez utiliser des standards. Sans les standards, il n'y a presque pas de possibilité d'améliorer les conditions de travail chez ces pays en Asie et des autres. Voilà. Si vous voulez voir comment ça fonctionne, le slide avant, et vous voyez ici que en bas, vous voyez le site internet. Vous pouvez download tous les documents et vous voyez comment Manroof essaie d'améliorer les conditions de travail. OK, prochaine slide. Ici, on a essayé de montrer comment ça se passe. À la droite, vous voyez la compagnie Manroof. Il y a un process de dialogue avec les fournisseurs. On ne parle pas seulement de la qualité et du prix. On fait aussi des audits avec nos fournisseurs. Et c'est un process qui passe toujours. Et peut-être si vous commandez avec une autre entreprise, on a montré ça à la gauche, cette entreprise seulement un dialogue aux qualités et prix. Et avec Manroof, vous honorez une entreprise qui regarde très exact les conditions de travail. OK, prochaine slide. Alors ici, c'est en allemand, je voulais montrer la durabilité. Il y a la durabilité de l'écologie et des questions sociales. Et Manroof est plus fort aux questions sociales. Et la question écologie, ça dépend beaucoup qu'est-ce que le client commande avec nous. Mais quand même, nous avons beaucoup d'informations, on a de know-how de durabilité. Et pourquoi on fait tel de travail avec ces questions. Et il y a 2 réponses. Une, c'est qu'on veut produire correctement. Et la seconde réponse, c'est qu'on peut faire du business. On est dans un marché très compétitif et la durabilité est un mode de se différencier. Et ici, sur cette page, vous voyez les SDGs et à la prochaine page, on voit que si vous êtes membre de Fairware Foundation, vous avez un projet avec Living Wage, ça veut dire le salaire des personnes de la fabrique, et vous essayez de faire beaucoup de SDGs avec une seule question. OK, prochaine page. Alors ici, j'ai résumé, faire quelques résumés de ma entreprise, et le Swiss Triple Impact, c'est un projet de B-Lab et c'est assez intéressant pour nous. La seconde chose, c'est que pour nous, les standards sont plus importants. On a besoin des standards pour
pour arriver à cette durabilité. Et la troisième chose, c'est que pour nous, c'est très important d'avoir un exact guide, un garde-corps pour travailler. Et je vais encore dire que quelle est la connexion avec cette initiative qui a le vote fin de novembre, c'est que pour arriver à la durabilité, on peut essayer avec les standards. Et il y a beaucoup de standards et je pense que beaucoup de standards sont très lâches et je pense que on doit améliorer ça encore, les standards. Et le gouvernement fédéral et les NGOs, ils doivent améliorer les standards. Ils doivent contrôler les standards. Et je pense qu'il y a beaucoup de travail pour ça. Et l'autre chemin pour améliorer les conditions de travail et pour arriver à la durabilité, c'est la loi. Et je pense qu'il y a aussi besoin de changer la loi. C'est la raison que je suis à faveur de cette initiative. Oui, c'est ça de ma part. Merci beaucoup, cher Jacques. C'était parfait. Un grand merci pour cette présentation, puis un grand bravo évidemment pour l'engagement de votre organisation, qui malgré évidemment une taille plus petite, peut-être que l'organisation qu'on a pu voir avant ou les organisations qui étaient évoquées, eh bien, a déjà beaucoup fait. Et ça montre aussi que toutes les organisations, où qu'elles soient, et de quelle taille qu'elles soient, pardon, eh bien, peuvent aussi faire quelque chose pour un impact favorable. Alors, ce que je vous propose de faire maintenant, c'est passer à la partie table ronde. Avant d'arrêter le partage d'écran pour que vous puissiez voir évidemment tous les conférenciers, de bonnes pratiques. Je vous rappelle le Q&A, on a déjà répondu à 10 questions en ligne, en temps réel. Vous voyez que c'est quand même assez exceptionnel. Donc, le mode webinaire nous permet de répondre à beaucoup plus de questions en fait, que lors d'une conférence traditionnelle. Et puis, on a encore une question ouverte là qu'on va essayer de traiter pendant la table ronde. Et je vais reprendre évidemment quelques-unes de ces questions. Et puis, il y a la main levée virtuelle. Donc, si vous voulez poser une question en direct sans l'écrire, on va pouvoir vous activer votre micro. Mais d'abord, avant ça, eh bien, il faut cliquer sur la petite main levée que vous avez normalement en bas de votre écran sur les fonctions Zoom. Voilà, je vais arrêter le partage d'écran. On va ainsi voir tous les conférenciers s'afficher. Je vais demander aux conférenciers d'activer leur vidéo. Voilà, pour ceux qui ne l'étaient plus. Voilà, tac, je crois que là, du coup, on a tout le monde. Parfait, eh bien, c'est top. En tout cas, un grand merci d'ores et déjà pour vos interventions qui étaient toutes appropriées, qui nous ont permis de rentrer dans la matière qui est évidemment pas évidente, hein, puisqu'on pourrait en parler des heures. Alors moi, je vais juste commencer ce petit tour de table en citant un ouvrage. Alors, je ne sais pas si vous avez lu ça, je ne sais pas si on le voit là à la vidéo, hein, mais c'est un ouvrage qui vient de sortir, hein, qui a été rédigé par 2 professeurs d'université suisse, donc Ellen Hertz et puis Ivan Schultz, et puis qui pose notamment la question de la CSR et qui traite de la question, enfin qui analyse cette CSR, qui dit qu'aujourd'hui, malheureusement, on est arrivé un petit peu à la limite, donc les programmes CSR des entreprises, donc en fait, je dirais le fait que les entreprises s'engagent d'elles-mêmes naturellement à s'améliorer ne suffit plus. Est-ce que l'un des intervenants a envie de commenter ça? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on considère que le CSR ne suffit plus? Pourquoi est-ce qu'il faut peut-être rajouter à la fameuse carotte un bâton désormais? Peut-être Chantal qui a activé ton micro, si tu veux répondre à ça. Je peux juste donner un élément. C'est vrai que pour nous, il y a un petit peu 2 aspects dans cette question. Il y a des entreprises qui sont déjà responsables et ces entreprises, de manière volontaire, elles feront déjà beaucoup et on en a des exemples. Mais en fait, la loi, et c'est ce que dit toujours Dick Marty, le président de notre comité d'initiative, la loi, elle est faite pour ceux qui, justement, ne respectent pas les règles. Il y a des amendes quand on brûle les feux rouges, pas pour tous les gens qui respectent les règles de circulation, mais pour ceux qui ne les respectent pas. Et au fond, le problème, c'est que les approches volontaires ne fonctionnent pas pour certaines grandes entreprises qui, aujourd'hui, violent les droits humains. Et c'est vrai que c'est aussi, et là peut-être Jonathan pourra aussi compléter, on est aujourd'hui avec des entreprises qui sont justement plus puissantes que les États dans lesquels elles investissent, qui ont des investisseurs internationaux. Et ce que nous, on a pu constater en faisant des enquêtes sur des cas très précis, c'est que quand il y a un conflit d'intérêts dans ces entreprises-là, entre les droits humains et une perspective à court terme financière,
c'est la perspective à court terme financière qui l'emporte. Et les gens des conseils d'administration de ces firmes ne sont absolument pas conscients des enjeux des droits humains, n'ont pas de réelle connaissance là-dessus, et parfois ils ont des départements de droits humains, mais qui ne sont pas du tout écoutés et intégrés au cœur des processus de décision des firmes. Si vous avez une loi, ça change les choses parce que vous avez tous les gens aussi des secteurs compliance des entreprises, les juristes des entreprises qui disent attention, c'est un risque. Ne plus respecter les droits humains, ça devient un réel risque pour les entreprises et c'est intégré d'une autre façon. Peut-être en complément de Chantal, dans la suite de la question, effectivement, est-ce que la RSE est arrivée en bout de course? C'est un peu ça la question que posent ces deux chercheurs dans leur livre. Je pense qu'effectivement, il y a deux éléments majeurs structurels qui sont en train de frapper à la porte de l'économie et du modèle de développement économique mondial. C'est que les règles de développement ne fonctionnent plus du fait du dépassement des limites planétaires. Donc, de l'activité humaine fait qu'on dépasse ces limites planétaires et donc avec un modèle extractif, on en arrive à faire des dommages irréversibles et donc on n'en est plus simplement à protéger, à limiter, mais à régénérer. Donc déjà, si on remet la discussion vraiment de la responsabilité sociale des entreprises, il faut la mettre en prise avec les grands enjeux environnementaux et humains auxquels on fait face. Donc on parle de là, effectivement, peut-être de la fin de la RSE, parce qu'on est en train de parler de la fin d'un modèle de développement économique qui est le capitalisme avec une maximisation du profit sans regard sur les hommes, les femmes et la planète. Et donc, en fait, c'est de ça dont on parle. C'est qu'en fait, la RSE, c'était, juste pour redonner un petit résumé, c'était aller au-delà des lois. Si on prend la théorie de la RSE, c'était aller au-delà des lois. Fort de constater que des entreprises qui font de la RSE en Suisse ne respectent déjà même pas les lois ou les obligations auxquelles elles doivent faire face. Ici en Suisse, sans parler des pays à l'étranger. Donc, effectivement, le modèle de RSE n'est plus du tout adapté par rapport aux enjeux structurels et liés à ce changement de modèle de développement économique qui doit faire face à des changements majeurs, si on parle des questions environnementales ou si on parle des questions de droits de l'homme. Donc, ce serait un peu la réponse à ces deux chercheurs et j'en viens à faire le relais sur un excellent article du Temps qui est paru ce week-end avec cette intervention de 15 économistes dans les milieux académiques qui relèvent très bien ce point, pour ceux que ça intéresse. Si je peux Merci Sarah, oui. également mettre mon grain de sel. Mais on est là pour ça, Sarah. Merci. Alors, j'ai pas lu le livre, mais j'ai vu passer effectivement l'article dans le Temps qui en parle. Effectivement, il y a toujours plein de débats autour de la RSE et la manière d'aller plus loin. En tout cas, ce qu'on voit, nous, des entreprises, c'est que, alors, effectivement, il faut quand même dire que certaines entreprises, comme celles qui sont présentes aujourd'hui, ont mis en place déjà pas mal de procédures pour arriver à optimiser cette diligence raisonnable. Malgré tout, on voit aussi que il y a des lacunes persistent. Chantal aussi en mentionnait. Plusieurs rapports et benchmarks aussi indiquent que finalement, très peu d'entreprises ont finalement mis en place de manière conséquente un processus d'amélioration continue, ce processus de diligence raisonnable. Donc, beaucoup de choses restent à faire. Maintenant, la question qui se pose, c'est dans la pratique, finalement, où est-ce que le bas blesse, où sont les difficultés, parce que c'est pas si simple que ça, il faut aussi le reconnaître. Donc, une grande entreprise qui a des milliers de sous-traitants, des millions de producteurs, finalement, pouvoir être exemplaire tout au long de la chaîne d'approvisionnement, c'est effectivement un processus auquel elle doit s'engager. Alors, Jacques mentionnait que pour ce faire, des initiatives multipartites peuvent aider. Effectivement, les lois, donc donner des cadres plus contraignants, peuvent aider, sachant aussi que John Ruggie l'a aussi précisé récemment qu'une loi n'est finalement utile que si elle est bien faite. Alors, je ne vais pas rentrer dans un débat sur savoir si le texte de l'initiative est bien fait ou non. En tout cas, on voit aujourd'hui que de plus en plus de pays vont également dans ce sens-là. Mais je crois que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que moi, je pense que ça reste une responsabilité partagée. Et donc, l'État a effectivement, comme je le disais tout à l'heure, un rôle à jouer. Les entreprises ont une responsabilité aussi là-dedans. Et finalement, c'est quand même la responsabilité de tous les acteurs. Donc, effectivement, des lois peuvent venir encadrer ça et peuvent aider à pousser aussi ces problématiques-là. Et puis, on voit aujourd'hui que dans pas mal d'entreprises, ça permet de rendre cette problématique-là plus importante au sein de l'entreprise. L'entreprise peut mobiliser plus de ressources et donc mettre davantage
davantage de mesures en place, mais c'est aussi, il ne faut pas oublier la responsabilité des autres acteurs, des différents États, des instances non gouvernementales et également des individus et ne pas oublier que non plus, en tant que consommateur, on a aussi une responsabilité à jouer. Donc, juste pour dire qu'il ne faut pas non plus rentrer dans une espèce de logique où on commencerait à repousser la responsabilité sur les uns plutôt que sur les autres. Ça reste une responsabilité partagée, bien sûr. Merci beaucoup, merci Sarah. On parle effectivement, et vous l'avez bien mentionné, on parle d'interdépendance. Hein. Tous les acteurs sont liés, tous les acteurs sont censés être responsables face à l'urgence climatique et sociale. Pourtant, ça ne se passe pas, ou c'est lent, ou c'est trop lent. Il y a cette question d'urgence entre les personnes qui aujourd'hui se battent pour la défense du climat et puis les réponses évidemment des États et les réponses des entreprises. Hugo, ça fait très longtemps que vous travaillez sur ces questions de responsabilité, que vous avez mis en place des mesures finalement pour tracer. Vous l'avez dit, c'est aussi une question de compétitivité pour vous. Comment vous expliquez en fait qu'on n'aille pas plus vite, que les entreprises n'aillent pas plus vite dans la mise en place finalement de ces mesures? Je pense que les entreprises, en gros, elles ont deux types de pression. C'est soit la pression vient du marché ou les consommateurs ou les gens ont une certaine sensibilité. Pour nous, clairement, la pression, elle est venue du marché. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, elle est venue aussi d'un certain nombre de législations intérieures. Vous devez savoir, parce qu'on parlait avant de la rentabilité des sociétés, ce groupe est un groupe qui fait environ 200 millions de dollars de chiffre d'affaires, donc 500 personnes, une grosse PME familiale, pour situer l'ordre de grandeur. Et je peux vous assurer qu'on est très profitable. Mais là, derrière, il y a une conviction aussi, comme entrepreneur. C'est les gens qui travaillent au sein de la société Claval. On est convaincu, quand les gens me posent la question « Pourquoi vous avez succès, vous êtes leader mondial ?» En 1994, le groupe était virtuellement en faillite. C'était fini. Un des actionnaires, qui est l'enfant du fondateur, qui est resté trop longtemps, c'est le cas d'école de la mauvaise transmission de société, si vous voulez, il est resté trop longtemps à bord, mais ils ont dit « Non, mon père a fondé ça, je veux recommencer ». Mission des actionnaires, de la famille qui appartient à cette société, faites-en le numéro 1 au monde. Waouh, ça c'est intéressant. Et après, on a commencé à travailler. Alors, ce qu'on fait pour travailler dans des choses comme ça, tous les entrepreneurs le savent. Quand les gens me disent, c'est quoi le succès de Claval? Je dis, de manière tout à fait humble, dans notre domaine de l'hydraulique, je pense qu'il n'y a pas d'équipe qui peut nous battre. Une équipe. Donc, il y a une culture d'entreprise là derrière qui est une entreprise de performer, de gagner des marchés. Et en fait, c'est une équipe de joyeux drills qui courent le monde. Et puis, ils sont tous un tout petit peu, oui, des vendeurs avec des égos surdimensionnés, mais ils veulent gagner. C'est ça qu'ils veulent. Donc, voilà. Et certaines des législations où les Américains étaient assez en avance sur nous par rapport à l'environnement, pourtant Dieu sait s'il y a des problèmes chez eux, mais ils étaient notamment en avance sur plusieurs choses. Un, c'est ce qui touche l'environnement. Vous devez savoir, on a une fonderie qui se trouve au sud de Los Angeles, une région tout à côté de Newport Beach. Enfin, la moitié des millionnaires des États-Unis vont vivre là-bas. Donc, évidemment, c'est extrêmement délicat de garder, mais elle a été construite qu'en 1954. La société a plus de 80 ans. Alors, en fait, vous vous retrouvez tout avec ces contraintes où l'Agence d'environnement américaine dit « on veut ça », l'État de Californie dit « on veut ça », et ensuite, encore par county, à l'intérieur de la Californie, ils veulent encore autre chose. Et cette habitude, on a créé un département d'environnement il y a 15 ou 18 ans déjà. Mais c'est le marché où la pression locale, on devait chaque fois démontrer. Vous savez, le common law, il faut montrer, vous devez sans arrêt montrer. Nous, on a un code des obligations, code civil. Dans le droit anglo-saxon, il faut tout démontrer. Donc, cette habitude a été prise. Et lorsqu'on a commencé du côté de la Chine, ou ça peut être ailleurs, on est aussi sur d'autres types de pays, mais prenons le cas de la Chine, parce que c'est un des cas qui m'intéresse, on a vu en fait, on est arrivé ça avec cet état d'esprit de dire non, ça ne va pas le faire, on ne peut pas travailler là, mais on parle de 1998, on parle de plus de 20 ans. Et la logique, c'est mis de la même manière, qu'est-ce qu'on fait, c'est quoi le nouveau projet, qu'est-ce qu'on investit, etc., etc. Une des fonderies, là maintenant, fait des freins pour les automobiles. Donc, vous imaginez la responsabilité. Il fait aussi freins pour les trains à très grande vitesse qui sillonnent la Chine. Donc, c'est tous les gens qui se sont montés.
Et je suis convaincu que si on traite correctement ces gens avec lesquels on travaille dans toute la chaîne, vous obtenez une qualité supérieure. Et je vais vous donner un tout petit exemple là-dessus. Lorsque toute cette histoire de pandémie a démarré, on a appelé nos collègues en Chine. Puis on a dit, qu'est-ce qui se passe réellement? C'était autour du 5 mars, 5-6 mars. Ils disent, écoute, c'est compliqué. Puis j'ai dit, mais ils font quoi les gens? Ils mettent tous des masques, ils se lavent les mains, ils mettent même des gants, enfin tout ça. Puis je dis, waouh, ici, on a des théories comme quoi ça ne sert à rien les masques. Les amis chinois, ils ont la première fret d'avion qu'ils ont fait, 100 000 masques pour Claval, qu'on a pu distribuer à notre communauté, donc village, les cabinets médicaux, etc. Donc on voit après, il y a des relations humaines qui se créent entre les gens. Et quand maintenant il y a un coup de feu qui se parle, on appelle la Chine, les gars, il va falloir travailler le week-end, on a besoin de ces produits. Ça marche. Donc c'est un tout. Je ne suis pas convaincu simplement qu'en pressant les gens, les fournisseurs comme des citrons, ça marche. Moi, je suis convaincu du partenariat, je suis convaincu d'une chose, ça doit être win-win pour les deux parties. Si vous n'avez pas un win-win, tôt ou tard, une des parties, elle s'en va. Et pour un entrepreneur comme nous, si on doit recréer des moules, voyez, bouger de fonderie, c'est très compliqué. Voilà, j'espère que j'ai illustré. C'est intéressant, merci beaucoup. Vous avez évoqué en fait la pression, la saine pression de vos parties prenantes pour en fait aller vers des impacts qui sont plus favorables. Est-ce qu'en fait, le fait que vos clients soient des business plutôt que des consumers, que vous soyez B2B plutôt que B2C, est-ce que vous pensez que du coup le traitement est différent? Est-ce qu'on va plus vite aujourd'hui en étant en B2B qu'en B2C? J'imagine que ça dépend des domaines, mais quelle est votre analyse là-dessus? Vous, Hugo, peut-être brièvement, et puis d'autres qui veulent s'exprimer sur la question. Alors, peut-être juste rapidement, pour une société comme Claval, on touche à l'eau potable. C'est une de nos plateformes produits. Alors, c'est évident aujourd'hui dans le monde que nos contracteurs, ça peut être des services techniques de ville, ça peut être des pays. Neom, c'est gigantesque. Et ces gens sont ultra sensibles maintenant, ils ne peuvent plus politiquement se permettre des scandales. Parce que c'est les premiers à tomber. Donc, je pense qu'on est peut-être avec l'infrastructure un petit peu à l'amont comparé à d'autres gens. Maintenant, dans le business au consommateur, Jacques sera beaucoup mieux indiqué que moi pour répondre à ça. Non, on ne fait pas ça, on ne connaît pas ce monde-là. Jacques, votre perception de la question, je ne sais pas si j'étais très clair dans ma question, mais Hugo tout à l'heure exprimait le fait que ce sont les clients, finalement, entreprises pour lui, qui ont joué un rôle, évidemment, en mettant une certaine pression pour qu'on respecte les droits humains environnementaux. Est-ce que dans votre business, alors, si j'ai bien compris qu'il y a plus un business de B2C, est-ce que cette pression, vous la vivez aussi, vous la voyez aussi? Ou est-ce que finalement, vous avez juste été un précurseur en anticipant les besoins ou les volontés de vos clients? Oui, alors, je ne connais pas le marché de l'entreprise de Hugo van Boel. On est complètement dans des marchés différents. Alors, je peux seulement dire qu'est-ce que moi je vois et je suis pas la pressure du marché. Je pense que ça va être pas un bon avis il faut aller en avance et on doit regarder comment sont les conditions du travail dans ce pays et quelle est la solution et pas attendre jusqu'à mes clients me disent oui, j'ai besoin de standard ça ou ça. Non, je vais en avance et c'est moi qui montre une solution et ça coûte 1% de pour nous, c'est 30 000 francs suisses. On peut payer ça, ce n'est pas un problème. Et je pense que si on marche seulement sur la pressure du marché, ce n'est pas bon. Mais on est complètement des marchés différents. Je peux pas. Je peux pas. Je peux seulement dire pour mon marché et B2C, B2B. Je pense que
tout le monde regarde la durabilité. Il n'y a pas tellement de différence. Mais c'est un point intéressant, Jacques, pense... que vous mentionnez, c'est la question de l'entrepreneur lui-même, finalement, parce que si vous avez décidé de mettre en place des mesures, bah, c'est vous qui avez pris en guillemets, votre courage à deux mains, qui vous avez dit, bah, c'est mes valeurs, on le fait. Et ce qui fait que les entreprises bougent souvent, évidemment, c'est lorsque les entrepreneurs qui sont derrière ces entreprises eh ben, s'engagent et bougent. Et c'est vrai qu'on a un petit peu l'impression, malheureusement, que des entrepreneurs comme vous, Jacques, ou comme vous, Hugo, il n'en existe pas ou peu. Qu'est-ce que j'en attends, par exemple, qui connaît bien ce que l'entrepreneur pense de la question du trigger, évidemment, de l'entrepreneur et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, ces entrepreneurs comme Jacques et comme Hugo, il y en a finalement si peu? En fait, Qu'est-ce que, si je peux ajouter, oui, Jacques, nous vendons nos prix au prix de marché. Nous ne pouvons pas vendre plus cher parce qu'on est membre d'un standard. Les clients ne vont pas accepter ça. Mais on a des avantages, on peut faire connaissance de nouveaux clients, on peut parler de la durabilité, on a un unique selling proposition et ça aide. Mais à la fin du jour, c'est le prix. Hein? C'est comme ça, le business, c'est toujours le prix. Et c'est un mix, hein? C'est un mix de différentes choses. Merci beaucoup. Peut-être là, je Jonathan, rajouterais, c'est intéressant parce que nous, c'est ce qu'on observe, on a 3600 entreprises dans le monde entier, dans 80 pays, qui représentent 150 secteurs d'industrie. Donc on a un dataset, hein, si j'ose dire comme ça, sans entrer dans des termes trop techniques, où on évalue la dimension économique, sociale, environnementale. Donc on a ces données-là de façon vérifiée, de façon structurée à disposition. Et donc on peut faire de ça. Alors j'ai répondu à la question qui avait été posée sur le chat sur quels indicateurs nous montrent que les entreprises durables, alors dans l'occurrence, la question était posée sur les B Corp, sont aussi performantes d'un point de vue financier. Bah, nous, ce qu'on voit très clairement depuis 15 ans avec toutes ces entreprises, c'est qu'elles sont toutes en croissance dans leurs ventes entre 9 et 35, 40%. Là, on parle. Là, on donne une réponse très concrète. Et elles sont dans le B2C, elles sont dans le B2B. La question, elle est qu'aujourd'hui, les attentes de durabilité, oui, au niveau ce qu'on appelle customer facing, donc les consommateurs avec les réseaux sociaux, avec l'information qui circule, il y a une demande qui a augmenté massivement et donc il y a des nouvelles attentes. Mais on voit aussi que d'un point de vue B2B, dans les chaînes de valeur, ces critères-là s'appliquent. Hein. L'exemple de Hugo ou l'exemple de Jacques avec leurs fournisseurs le montrent très clairement. Donc, les tendances, elles sont là. D'agiter quelque part que la durabilité est un coût et n'est pas créateur de valeur, c'est démontré par A plus B aujourd'hui que c'est faux. Donc on sait que dans une approche de moyen-long terme, une entreprise qui est en prise avec ses parties prenantes, avec ses questions de société, avec ses enjeux environnementaux, elle performe mieux. Et puis un exemple très simple que je peux vous donner d'un point de vue marché, hein, s'il faut parler du marché, nous on voit que les entreprises B Corp, elles ont attiré 5 milliards d'investissements ces 3 dernières années. Elles lèvent des crédits à taux préférentiel parce qu'elles peuvent démontrer leur durabilité auprès des émetteurs, des banques et ainsi de suite. Elles décrochent les marchés publics. Puis c'est intéressant de parler aussi peut-être d'un point de vue structurel de ce qui change, parce que là on parle de l'initiative beaucoup, mais on a une loi sur les marchés publics qui va entrer en vigueur en janvier 2021, qui intègre la notion sociale environnementale au même niveau que le prix. C'est un changement structurel. On parle d'un marché de 40 milliards en Suisse, de 10% du PIB. Hein. Donc tous ces éléments sont en train de bouger à différents niveaux, les attentes des consommateurs, les propositions structurelles d'un point de vue développement économique, on le voit, et puis l'intérêt pour investir dans ces entreprises qui se structurent et qui sont crédibles. Donc quelque part, il est clair, il faut y aller. Certains le font depuis longtemps. Je pense qu'il y a beaucoup plus d'entrepreneurs responsables pour répondre à la question initiale qu'on veut bien le croire. Maintenant, la question, elle est le permis de conduire. Il faut des standards, il faut des structures, il faut de la mesure, parce que voilà, on ne peut pas gérer si on ne mesure pas. Et donc, c'est aussi simple que ça. Et pour ça, oui, il faut des standards, il faut des outils de mesure, il faut des vérificateurs et le bâton quand c'est nécessaire pour ramener des mauvais élèves au milieu du playground, comme on dit en anglais. Merci Jonathan. Chantal, tu veux intervenir? C'était juste un complément par rapport à cette question, peut-être d'une vue de l'extérieur d'une ONG qui fait des enquêtes de terrain. Et c'est vrai que
nous, on constate une différence assez nette entre, d'une part, des entreprises cotées en bourse et pas cotées en bourse. Les entreprises familiales, souvent, quand on constate des problèmes, qu'on essaie de discuter avec les entreprises, sont beaucoup plus ouvertes à reconnaître qu'il y a des problèmes, à entrer dans une discussion qui est vraiment une discussion approfondie pour trouver des solutions. Parce qu'on constate que certaines grandes entreprises cotées en bourse, alors celles qui sont plus confrontées ou dépendantes des consommateurs, comme par exemple Apple ou d'autres, vont réagir beaucoup plus rapidement que celles qui ne sont pas confrontées aux consommateurs par rapport à nous, ONG. Mais même là, je dirais, elles réagissent, mais dans ces très grandes entreprises, et c'est juste aussi pour peut-être expliquer pourquoi, au fond, selon nous, il y a aussi à un moment donné, la question est une question de société, où on doit définir le cadre dans lequel les entreprises peuvent faire du profit ou pas, et ça ne remet pas du tout en question la question du profit, mais ce qu'on voit, c'est que quand on est face à des géants multinationales, elles sont elles-mêmes soumises à des pressions énormes, et le dialogue est extrêmement difficile. Ils sont face à des actionnaires qui viennent du monde entier, dont pour certains, vraiment la question des droits humains ne compte absolument pas. Et on se retrouve quand même souvent dans des dialogues de sourds où on a beau venir avec des rapports solides, discuter, on rencontre des CEO, mais la reconnaissance des problèmes et ensuite un vrai dialogue constructif est extrêmement difficile. Donc, voilà, une attente, ou en tout cas une action différente en fonction de la structure capitalistique des organisations constatées, que tu constates, Chantal. Donc, la question vraiment de l'évolution de ce capitalisme dont parlait Jonathan est au cœur de tout. Le temps passe, on a quand même des questions auxquelles, parce que j'aimerais bien diguer, comme on dit en bon français, dans différents sujets, mais malheureusement, voilà, le temps est limité. Je vais quand même prendre quelques questions auxquelles on n'a pas encore répondu. La question de Daphné sur la pandémie en tant qu'accélérateur ou frein à l'initiative, et aucun réglementaire. Est-ce que finalement la pandémie, ce qu'on est en train de vivre, qui bouleverse tout, nos façons de travailler, nos façons de penser, nos façons d'envisager nos manières de consommer, est-ce que ça va plutôt dans le sens de plus de responsabilité des entreprises, ou est-ce que ça va contre aujourd'hui, et notamment est-ce que ça va contre un durcissement du cadre réglementaire lié à l'exercice des entreprises? Je ne sais pas si quelqu'un veut se positionner là-dessus. Peut-être moi, juste rapidement, mais en 20 secondes. Effectivement, nous, on s'est posé ces questions-là. Je ne pourrais pas répondre oui ou non à la question. Je pense que typiquement, ça sera un bon test, l'initiative, pour avoir un élément de réponse, ou du moins une perception. Ce qui est certain, c'est que cette pandémie, elle a élevé les consciences sur les chaînes globalisées, donc sur les chaînes de valeur globalisées, sur nos relations et nos dépendances avec les pays pour lesquels on est dépendant, ou avec lesquels on travaille pour les biens, et principalement les biens que les services. Donc il y a eu en tout cas une élévation de conscience, ça c'est certain. Et nous, je peux juste vous dire qu'on a reçu depuis avril plus de 300% de demandes en plus par rapport à notre programme Swiss Triple Impact, par rapport à notre certification B Corp, par rapport à l'utilisation de nos outils. Donc, il y a une vraie prise de conscience. Et nous on travaille avec des entreprises, on ne travaille pas avec des consommateurs. Donc, je vous dis, c'est des organisations, entreprises qui nous ont contactés. Donc, je pense qu'il y a clairement, en tout cas, ça a favorisé peut-être une élévation de conscience, si j'ose le dire comme ça, par rapport aux milieux entrepreneuriaux. Maintenant, ça sera un bon test de voir lors de l'initiative comment le citoyen se positionne par rapport à ces questions pour y donner réponse. Je ne sais pas si quelqu'un veut ajouter quelque chose, mais je c'est ma dirais qu'au proposition. niveau de l'initiative, c'est intéressant parce qu'on fait un peu le même Chantal et constat. après Sarah. Voilà. Pardon. On ne peut Vas-y, pas Chantal. préjuger du vote, mais ce qu'on constate, c'est qu'il y a énormément de gens qui se posent des questions absolument essentielles, beaucoup plus qu'avant, et qu'il y a des discussions dans les conférences qu'on fait qui sont vraiment des discussions passionnantes avec des gens qui peut-être ne se posaient pas ces questions il y a un an. Donc je pense qu'il y a, pour ma part, qu'il y a un réel changement qui me rend plutôt optimiste. Merci. Sarah? Non, j'allais juste ajouter qu'il me semble qu'il y a une étude justement qui avait été faite récemment et qui montre quand même une corrélation entre la crise de Covid et effectivement une prise de conscience plus forte, et qui d'ailleurs encouragerait ou amènerait les citoyens à voter en faveur de l'initiative, n'est-ce pas Chantal? Il me semble qu'il y a eu une telle étude, et je voulais juste ajouter que pour avoir là de ces dernières semaines parlé à pas mal de chambres de commerce, d'associations fêtières, enfin pas mal de monde du secteur privé,
effectivement, certaines personnes m'ont dit que oui, la situation actuelle a amené une prise de conscience plus grande. Alors, est-ce que c'est lié au débat en cours? Est-ce que c'est la crise de Covid? Mais la prise de conscience est certainement plus grande. Merci beaucoup. Alors, je vais poser une dernière question, puis après, je vous demanderai, si vous le souhaitez, hein, votre mot de la fin en quelques secondes. Voilà, c'est ce que vous voulez que les gens retiennent de vos discours d'aujourd'hui. Je vous le dis avant la dernière question, parce que comme ça, vous avez le temps de vous préparer. La question d'Inès, hein, que je voulais quand même qu'on comprenne, parce que c'est vrai que, notamment, si on revient sur le terrain de l'initiative, les opposants parlent souvent de la question de la compétitivité d'entreprises suisses et du fait qu'il y aurait des potentiels désengagements d'entreprises suisses sur certains marchés. Donc, je pose la question d'Inès, est-ce que certaines entreprises suisses pourraient se désengager de certaines exploitations dans les pays en développement et être remplacées par des entreprises étrangères non soumises à des réglementations hors Europe? Est-ce que quelqu'un veut répondre à ça? Pas spécialement. De notre côté, ce qu'on a… Pardon. Chantal, pardon. J'ai vu que Sarah a désactivé son micro et c'est Chantal. Pardon, vas-y Chantal. Nous, ce qu'on a constaté, c'est simplement qu'en Grande-Bretagne, comme l'a dit Sarah, on peut déjà faire de telles plaintes, en Hollande aussi, au Canada, quand des maisons mères, il y a une loi en France et les investissements n'ont pas diminué. Et je crois que l'autre aspect, c'est aussi ce qu'ont souligné des économistes du développement dans la tribune qu'a mentionné Jonathan, et là, Hugo pourrait compléter, de délocaliser une production d'un endroit, c'est extrêmement coûteux. Et notre point de vue, c'est que les entreprises vont plutôt investir dans l'amélioration des conditions de travail en restant au même endroit. Merci. Sarah? Oui, j'allais dire la même chose. Donc, effectivement, d'autres cadres existent. Et puis, par ailleurs, alors certaines productions pourraient éventuellement être déplacées. Encore, ça reste compliqué, mais il y en a d'autres qui sont difficilement déplaçables. Les cacaotiers ne se trouvent pas dans n'importe quel pays. Les mines de diamants ne se trouvent pas de partout. Donc il y a quand même aussi des chaînes de production qui sont difficiles à déplacer. Très bien, merci beaucoup. Intéressant. Hugo? Oui, Chantal a posé la question du déplacement d'un site de production. C'est assez lourd. Ce n'est pas aussi évident que ça parce que ce n'est pas qu'une question de machines et de gens, c'est aussi une question d'expérience. Vous savez, on a environ 300 à 350 000 dessins de production de pièces. Donc, c'est un nombre assez conséquent déjà pour une PME. C'est assez complexe à couler. Ce n'est pas aussi simple que ça. Il y a toute une histoire. Et ce qui est très important pour comprendre pour les gens, c'est que quelque part, il y a une boucle qualité. Vous savez, dans tous les systèmes de management, on fait une action corrective, ça prend du temps, ces choses se mettent en place. Les gens ils croient que c'est en une nuit que ça se fait. Ça ne se fait pas en une nuit. Enfin, ça s'est développé très lentement. Jacques, ce qu'il fait sûrement sur le terrain avec ses fournisseurs, c'est la même chose. Enfin, on travaille sur un projet, ça prend une année ou deux et on pousse. Par contre, ce que nous, on commence à voir, c'est quelque chose, on a parlé le milieu du level playing field, c'est le same level playing field. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le sud-est asiatique, aujourd'hui, ce que nous, on voit, c'est des gens bouger vers des réglementations qui sont moins sévères aujourd'hui que la Chine. La Chine est devenue très sévère sur les fonderies, très, très sévère. Donc, on doit arrêter nos productions, enfin, dès que les taux dépassent un certain montant. J'arrive à comprendre toute cette logique. Et il y a des gens qui abandonnent. Alors, ils se poussent sur d'autres pays du sud-est asiatique où ça n'existe pas. Question qui se pose pour un groupe, alors cette fois c'est une question éthique, est-ce qu'on bouge pour gagner quelques dollars? C'est par pièce, est-ce qu'on bouge? Et là, l'éthique à un moment donné intervient et nous, la réponse a été clairement non. Ça, on ne veut pas gagner cet argent-là au prix de ça. Ça on ne veut plus le faire. On travaille sur la valeur ajoutée, les produits intelligents qu'on met dans le marché. Voilà. J'espère que ça donne un angle. Parfait. Merci Hugo. J'ai oublié une question, celle de Claudia sur les GAFA. Vous plus personne n'a répondu. Est-ce que quelqu'un veut se poser cette question-là? On pourra aussi répondre un deuxième temps parce que je précise que les questions auxquelles vous avez répondu seront transmises aux participants de la conférence, puisqu'on a la possibilité de faire un extract, évidemment, de ce qui a été rédigé. Est-ce que, Jonathan, tu veux t'exprimer sur la question? Oui, je vais peut-être la prendre, celle-là, mais y répondre, je pense que c'est très… Que pensez-vous de la prise de conscience actuelle face aux GAFA? Donc, je ne sais pas de quelle prise de conscience on parle. Est-ce que, effectivement, le pouvoir qui est donné aux GAFA, le fait que de nombreuses d'entre elles ont mis des montages pour ne pas payer des impôts là où elles produisent de la valeur et là où elles vendent leurs produits, est-ce que c'est de cette conscience-là dont on parle? Donc voilà, ça c'est juste à préciser.
forcément c'est décrié. Oui, on a un opérateur économique dans un pays qui produit, qui crée des emplois. Sa première mission, c'est quand même de payer des impôts. Alors effectivement, si c'est sur cet angle-là, je pense qu'effectivement, les gens se questionnent. On a vu les cas passer devant la justice et les amendes tomber. Ça amène la question plus largement, vous savez, de l'évolution du cadre de développement économique. Moi, j'ai travaillé dans le monde bancaire pendant près de 10 ans, que j'ai quitté en 2007. Et qu'est-ce qui s'est passé de 2008 à, on va dire, pendant les 10 années suivantes, à 2018, c'est que les banques, elles ont dû se structurer en termes de compliance. Donc, on a changé les règles du jeu par rapport à des pressions externes et on a dû changer les règles du jeu. J'ai l'écran qui a flippé, hein, donc ça m'a un peu interrompu dans mon explication. C'est pour voir si tu suis, c'est pour voir si tu vas te concentrer. Et donc, ce que je voudrais juste dire, c'est que là, on s'est adapté. On a créé des jobs de compliance, on a modifié nos pratiques, on a aussi à le faire, et puis on arrive à créer de la valeur, on arrive à créer de la richesse. Et donc, c'est de ça dont on parle, quelque part, plus globalement. C'est d'avoir des opérateurs économiques qui soient en prise aux réalités de la société, qui se développent dans un esprit de bien-être et de bienveillance vis-à-vis de ces enjeux environnementaux et ces questions de droits humains. Donc, c'est une évolution. Donc, oui, on peut agiter la peur, la fragilisation économique, tout ce qu'on veut. La réalité, c'est que c'est en cours, c'est en train de changer. Le nombre de mouvements sociétaux que l'on voit ces dernières années, que ce soit pour un ticket de métro qui augmente de 0,35 pesetas au Chili et qui met 11 millions de personnes, qui vous bloque un pays en entier, ça vous met juste un petit peu le ton de là où on en est par rapport aux urgences. Et là, on parle de quelque chose. Donc, pour les questions, on y va, la machine est en route, et je pense que c'est effectivement la concentration de pouvoir dans cette question des GAFA qui restera, à mon avis, à déterminer dans le futur. Merci beaucoup. Merci Jonathan. On va peut-être passer, parce que voilà, on a dépassé le temps, évidemment, comme toujours, mais peut-être à quelques secondes chacun, si vous avez un petit mot pour la fin. Je ne sais pas si vous avez envie de passer un message à la fin de cette conférence inspirante, dont je vous remercie par avant déjà, parce que c'était magnifique. Est-ce qu'il faut que je donne la parole, parce que personne n'ose la prendre? Sarah, allez, Sarah, qu'est-ce que vous avez quelque chose à nous dire? Non, j'allais dire que donc de plus en plus de cadres existent et l'initiative va dans ce sens. Je crois que c'est une tendance, le train est en train d'aller dans ce sens-là. Et dans la pratique, pour les entreprises, il demeure l'enjeu effectivement de la mise en place concrète de la diligence raisonnable en matière de droits humains dans les systèmes de gestion de l'entreprise et sur le terrain. Donc cet enjeu-là, voilà, je pense que ça va continuer à préoccuper en tout cas les entreprises. Merci beaucoup. Merci Sarah. Chantal? J'aurais d'abord envie de dire ma reconnaissance envers Hugo, Jacques et des gens comme vous qui en fait nous montraient déjà très concrètement qu'est-ce que ça veut dire au quotidien dans une entreprise globalisée d'être responsable. Et ça dédramatise aussi un peu toute cette discussion, ça la rend concrète. Et de mon côté, c'est vraiment de dire ça. Au fond, il y a déjà beaucoup d'entreprises qui font beaucoup. L'initiative, quelque part, veut aussi établir un level playing field en disant c'est pas normal qu'un certain nombre d'entreprises aujourd'hui, en bientôt 2021, continuent justement à polluer des rivières, employer des enfants, à commettre des actes qui sont contraires au bon sens et au respect de la dignité humaine. Mais beaucoup d'entreprises font déjà beaucoup de choses. Merci. Merci Hugo. Oui, je crois qu'il y a un point qui a été très important. Je pense qu'il y a des raisonnements là derrière qui sont des raisonnements du XXe siècle et il y a résolument des raisonnements qui sont du XXIe siècle. Alors, il faut choisir dans quel siècle on veut vivre, avec le passé ou se tourner vers le futur. Je crois que Jacques l'avait très bien souligné. Et dans une de mes émissions récentes, j'avais employé cette image du chirurgien qui opère. Le chirurgien, quand il opère dans des conditions difficiles, il a besoin d'un minimum. Ça veut dire qu'il faut une table, il faut un minimum de stérilité et ainsi de suite. D'accord ? Donc, ça doit être très propre pour qu'il puisse opérer. Pour nous, j'ai envie de dire, si notre minimum, c'est de respecter les droits humains et environnementaux, alors que là-bas, on opère partout dans le monde. Merci beaucoup. Merci, magnifique. Jacques? Oui, je pense que la question de durabilité va prendre va devenir plus important et je pense qu'on a beaucoup de travail pour apprendre qu'est-ce que c'est la durabilité, quels standards qui existent et
je pense qu'il faut faire beaucoup de pression pour ces standards parce que je pense que beaucoup de standards sont très lâches et alors on a beaucoup de travail devant nous. Merci beaucoup. Merci Jacques. Et puis Jonathan. Je vais faire bref, mais effectivement, la question du respect de la vie et de la dignité, ça ne peut pas être uniquement tributaire d'actes volontaires. On a besoin que les règles de jeu économique, les règles avec les sanctions qui vont avec, quand c'est litigieux, rentrent en action, et puis mettre ça en perspective avec les transformations profondes. J'ai bien aimé la réflexion de Hugo sur la question du XXe siècle et du XXIe siècle. C'est vrai que l'entreprise du XXIe siècle, elle est forcément durable, elle est responsable, elle est digne, elle est courageuse, elle doit faire face à des nouveaux enjeux. Donc voilà, faisons ce shift culturel, faisons ce mouvement et ce changement pour nous transformer vers l'entreprise du XXIe siècle. Et puis là, on a la chance d'avoir des entrepreneurs qui nous montrent la voie. Suivons ça, et puis c'est un travail de tout à chacun, et de tous les jours. Donc voilà, cadence réglementaire, ça fixe la cadence, c'est un peu le bâton que tu mentionnais au début. Donc voilà, le bâton, c'est ce côté réglementaire qui va fixer la cadence, l'accélération, et puis la carotte, elle est là, parce qu'il y a des marchés à prendre, il y a un Swissness à faire valoir de nos entreprises ici et à l'étranger, et donc soyons aussi en prise avec ces leviers de développement qui nous sont chers et qui sont attachés à nos valeurs, on va dire, historiques en Suisse. Merci beaucoup Jonathan, se dire si on en a besoin. Voilà, un grand bravo, merci aux interlocuteurs, aux intervenants, merci aussi à Marie et à l'équipe de l'OICO pour l'organisation. Et puis évidemment, on se réjouit de voir tout ce que ça va donner le 29 novembre. On se croise les pouces d'ici là. Et puis à tout bientôt. Bonne soirée à toutes et à tous. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci au revoir. beaucoup. Merci Christophe. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup.